en note. Et puis, donc, en ce qui concerne la vidéo, pour une meilleure liaison, je vous suggère de la couper. Sinon, quand vous exprimez, mettez-la en route. Ça nous permettra de voir nos interlocuteurs. Donc voilà. Donc je vais vous proposer, on va commencer. Donc, on a 3 interventions, donc je vais avoir le plaisir et l'honneur de commencer. N'hésitez pas à, poser vos questions. Donc, moi, je vais vous faire une présentation un peu du contexte général et introduire le projet Nutriman. Ma collègue Erizelda donc, vous présentera, vraiment le contenu du projet Nutriman et je reprendrai la main pour présenter quelques cas de présentation de produits. Alors, donc, est-ce que tout le monde, reprend sur le diaporama? Oui. OK, très bien. Excusez-moi, a priori, je quelqu'un, oui, c'est ça, en salle d'attente. Voilà, bien. Donc, je vais, faire une présentation, de l'évolution réglementaire nationale européenne, sur la partie, enfin, ce qui concerne le domaine des matières fertilisantes. Et puis, on va aussi évoquer un petit peu les activités, R&D, qui en sont issues au niveau européen, et en particulier, donc, une expression de cette activité qui est le projet Nutriman. Donc en fait, si on prend le contexte d'ensemble à l'échelle européenne, donc on a un nouveau règlement qui est apparu donc l'an dernier, en juin 2019, qui est le règlement 2019-1009, qui donc établit les règles relatives à la commercialisation, à la mise à disposition sur le marché des fertilisants qui seront marqués UE pour l'Union européenne. Voilà. Donc, ce règlement, en fait, va vraiment introduire une espèce de petite révolution culturelle dans le domaine des matières fertilisantes, au moins à l'échelon européen, puisqu'il va abroger le règlement actuel 2003-2003, qui était surtout un règlement qui permettait de faciliter la commercialisation de matières fertilisantes assez classiques, hein, principalement les produits d'origine synthétique ou d'extraction, nitrate d'ammonium, sulfate d'ammonium, urée, les phosphates, etc. Et donc, ce règlement, qui est un texte assez important, hein, 116 pages à sa publication, veut en fait réformer un petit peu la, je dirais la distribution des matières fertilisantes, en donnant notamment la priorité à l'économie circulaire et à l'indépendance de l'Union européenne par rapport aux ressources non renouvelables dont les gisements se situent en dehors des frontières de l'Union européenne. Donc, en fait, ce règlement veut favoriser l'usage de produits issus du recyclage, en particulier les effluents d'élevage, mais d'autres cas de matières fertilisantes ou de matériaux également. Donc faciliter l'emploi ou favoriser l'emploi de matières fertilisantes qu'on va qualifier de biosourcées ou d'éco-sourcées. C'est les termes qu'on peut commencer à trouver dans la littérature, même si elles sont pas toujours, enfin, si ces termes sont pas toujours faciles à circonscrire. Donc ce règlement annonce aussi une harmonisation des règles pour une plus libre circulation des matières fertilisantes sur le marché européen. Et puis, insiste aussi sur la prise en compte de l'innocuité dans les matières fertilisantes, en particulier avec le cadmium, donc qui est un élément trace que la plupart d'entre vous qui travaillez dans le recyclage agricole des déchets, en particulier des boues d'épuration, vous connaissez bien. Mais c'est un élément aussi qui est, à l'heure actuelle, relativement présent dans un certain nombre de produits d'extraction, dans les phosphates. Et bon, il a été mis en particulier je dirais, à la lumière en matière d'innocuité. Voilà. Donc la mise en application de ce règlement, ce nouveau règlement, hein, qui est sorti, qui est publié, mais qui n'est pas encore en application, se fait en principe officiellement à partir du 16 juillet 2022 et il entraînera donc l'abrogation du règlement actuel 2003-2003. Alors,
dire donc des officiers administratifs de la Commission européenne, hein, qui gèrent l'émergence, enfin la publication et la mise en application de ce règlement. On annonce un certain nombre d'améliorations par rapport à la situation actuelle. Alors, situation européenne, hein, il y a toujours une espèce de traduction à faire par rapport au contexte national. Donc, si j'en crois Madame Crisan, hein, du service économie de la Commission européenne, donc de la DGRO, alors qui est la direction générale qui s'occupe du développement des entreprises, en fait, ce règlement doit apporter des améliorations, des opportunités pour, d'un côté, les producteurs de matières fertilisantes, donc avec plus de produits couverts, de nouvelles opportunités, moins de paperasse, entre guillemets, donc de plus de facilité dans la commercialisation, avec des catégories beaucoup plus larges. On ne cherche pas à individualiser les produits. Ça, c'est une référence que je fais par rapport à notre contexte national. Autant au niveau national, les autorisations de mise sur le marché sont des autorisations qui ciblent vraiment des formes de produits, autant un règlement européen qui se rapproche un peu plus de ce qu'on connaît en termes, nous, de normalisation, a voulu éditer des catégories plus larges. Et ça doit permettre le développement de nouvelles technologies de transformation, de traitement des résidus, des effluents, pour obtenir des nouvelles matières fertilisantes. Et alors de ce point de vue-là, pour les agriculteurs, ça doit entraîner plus de choix de produits et travailler à partir de leurs propres matières premières. Alors, c'est la deuxième proposition que j'allais dire, vous étonner. Hein. C'est un point de vue de l'Europe. J'allais dire, il ne prend pas obligatoirement en compte ou il n'est pas tout à fait dans le même sens que notre propre expérience, puisqu'en France, on doit avoisiner pour un certain nombre de gisements, en particulier les effluents d'élevage, un taux de recyclage au champ qui doit, j'allais dire, approcher les 90%, voire plus, quoi. Alors, les principes de fonctionnement du nouveau règlement, donc c'est d'abord au niveau des matériaux, de définir en fait deux catégories importantes. Donc les catégories fonctionnelles de produits, c'est-à-dire la définition des matières fertilisantes et supports de culture en tant que tels. Donc on utilisera l'acronyme PFC, hein, qui est l'acronyme anglais en fait, qui est repris, y compris dans le règlement, la version française du règlement. Donc ça fait l'objet d'une annexe importante qui est l'annexe 1, avec la description donc, de ces catégories fonctionnelles de produits. Mais on va aussi définir les matières constitutives, donc sous forme de catégories également, dans l'annexe 2. Et donc, en fait, finalement, pour s'y retrouver, il faudra être capable de faire les combinaisons correctes entre catégories de matières constitutives et catégories fonctionnelles de produits. Le règlement établit aussi de façon assez précise les règles d'étiquetage et de marquage, et établit également les responsabilités du producteur. Alors, notamment deux choses importantes. Donc, tout ce qui est fourniture et mise à disposition des informations techniques. Ça, a priori, c'est déjà connu. Et l'évaluation de la conformité des matières fertilisantes qu'il veut disposer sur le marché. Bon. Il doit faire une évaluation de cette conformité, et les produits qui seront commercialisés au titre de ce règlement ne peuvent l'être que avec une déclaration de conformité pour les produits. Voilà. Alors, cette conformité, cette évaluation de la conformité, elle doit être réalisée par un organisme d'évaluation quand elle est faite, je dirais, quand elle est externalisée. Et les organismes d'évaluation doivent, eux, être établis par une autorité notifiante et attestés par un organisme national d'accréditation. Et ça aussi, c'est décrit dans le règlement. Si on s'intéresse aux catégories de fonctionnels de produits, donc vous avez là en fait une description rapide, en fait je dirais les différentes définitions et ventilations de PFC. Alors donc en catégorie en PFC1, vous trouvez les engrais avec trois formes principales, donc organique, organo-minéral et inorganique. Alors là, il est intéressant de voir qu'en fait, il y a une telle volonté stratégique de mettre le focus sur l'organique que même ce qui actuellement représente quand même les volumes les plus importants en matière d'engrais, les formes minérales ne sont pas nommées minérales, mais inorganiques. Bien. Donc, en fait, ce qui n'est pas organique. Ouais, ensuite, on a une catégorisation en fonction un petit peu de la nature, de la forme, solide, liquide, monocolément, oligoélément, etc.
Voilà. On a une distinction spécifique pour le nitrate d'ammonium, enfin pour les engrais qui comporteraient du nitrate d'ammonium, pour des raisons de sécurité civile. En catégorie 2, on va trouver les amendements minéraux basiques, bon, voilà, enfin du classique. En catégorie 3, on va trouver les amendements du sol en général, avec la catégorie organique et une catégorie inorganique. En 4, les supports de culture. En 5, on va trouver la description des inhibiteurs, donc nitrification, dénitrification, uréase. En 6, donc ce qui a été introduit aussi également dans le code rural français, les biostimulants des végétaux, alors sous forme microbienne ou non microbienne. Et puis donc la catégorie 7, qui serait une combinaison de différents fertilisants, qui reprend en fait des produits qui seraient la combinaison des catégories précédentes. Si on va un petit peu plus dans les définitions, donc engrais, on va retrouver le classique. Donc c'est un fertilisant. Donc quand c'est un fertilisant UE, donc il est censé apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, enfin aux végétaux verts en général. Pardon, aux végétaux verts et aux végétaux en général, végétaux verts ou champignons. Donc avec la catégorie organique, donc le carbone doit être d'origine organique et d'origine exclusivement biologique. Alors attention, il y a certains matériaux existants comme la tourbe, la léonardite, le lignite qui sont autorisés, mais pas d'autres matières fossiles. Il y a donc toujours cette volonté de travailler sur l'économie circulaire et sur leur recyclage. On a la catégorie C qui est l'inorganique, le minéral, donc les engrais qui comprennent des éléments nutritifs sous forme de minéraux. Et qui sont ni organiques ni organominéral, et puis l'organominéral qui se définit comme une combinaison entre l'organique et le minéral. L'amendement minéral basique, donc, c'est fertilisant qui a pour fonction de corriger l'acidité du sol, classique. Ensuite, dans les amendements du sol, on va trouver donc les éléments qui améliorent les propriétés du sol, donc qui sont soit d'origine organique, donc 95% d'origine exclusivement biologique, on retrouve les considérations sur la matière fossiles, et les inorganiques qui se définissent par opposition à l'organique. Alors, dans les amendements du sol inorganique, comme exemple, je vous donnerai bien le sulfate de calcium, le gypse, qui peut être considéré comme un amendement du sol inorganique. Donc, les supports de culture, alors je n'ai rien noté parce qu'on a une définition qui est tout à fait équivalente à la définition française. Les inhibiteurs, donc, sont des fertilisants qui ont pour fonction d'améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs d'un produit qui apporte des éléments nutritifs, en retardant ou en bloquant l'activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d'enzymes. Donc, en fait, qui retardent la libération de l'azote in fine, soit sous forme alors à différents niveaux, la nitrification, qui empêche, enfin, qui bloque aussi la dénitrification, et la troisième forme. Les biostimulants des végétaux, donc ça c'est l'élément qui est assez innovant à l'heure actuelle. Donc ce sont des fertilisants qui ont pour fonction donc l'amélioration des processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs en tant que tels, en améliorant des caractéristiques, soit l'efficacité d'utilisation, la tolérance au stress, les caractéristiques qualitatives ou la disponibilité des éléments dans le sol ou la rhizosphère. Voilà. Et puis donc la catégorie 7 qui est la combinaison de fertilisants. Je vous donne un exemple de spécification tel qu'on l'obtient dans le règlement. Donc, on a aussi en dehors des définitions, on va aussi avoir un certain nombre de spécifications concernant donc les aspects innocuités, alors qui se font à l'échelle de la grande catégorie, et un certain nombre de critères de type agronomique. Donc, par exemple, si vous prenez la catégorie des engrais organiques, vous allez avoir donc des spécifications d'innocuité, principalement éléments traces et éléments microbiologie. Et puis, vous allez avoir des spécificités agronomiques à l'échelle de la nature de l'engrais solide ou liquide et du type d'engrais, s'il est simple ou s'il est composé. Donc, vous voyez là les caractéristiques, notamment dans le cas de l'engrais organique, sur la présence de carbone organique, la présence du N total, du P total ou des combinaisons quand on est sur des engrais composés. Je ne vous ai pas, pour des raisons de temps, je ne vous ai pas fait la description des spécifications pour l'ensemble des PFC.
Ça pourrait, à la limite, l'analyse du règlement pourrait faire l'objet de plusieurs webinaires à lui tout seul. Je pense que le réseau des chambres d'agriculture va travailler, travaillera la question et éventuellement proposera des documents d'analyse un peu plus complets au cours de l'année 2021 et début d'année 2022. Si on s'intéresse maintenant aux catégories de matières constitutives, on a donc 11 catégories de matières constitutives, hein, qui sont les matériaux à partir desquels on va constituer les PFC. Bien. Donc vous avez la description rapide. Donc 1, les substances et les mélanges à base de matière vierge. 2, végétaux. Alors les végétaux en tant que tels, parties ou extraits. Les composts, les digestats, 2 catégories de digestats. Les sous-produits, certains sous-produits d'industrie agroalimentaire, pas tous. Des micro-organismes, les polymères, nutritifs ou non, les produits animaux, selon le. Alors, il s'agit en fait non pas des produits, mais des sous-produits animaux, au sens du règlement CE 2009, 1069-2009, et puis des sous-produits au sens de la directive déchets, la directive de 2008. Alors, je suis rentré un petit peu plus dans les détails, donc par catégorie. Donc là, sur cette diapo, on a les 5 premières catégories. Donc la catégorie, en fait, la CMC1, donc, qui parle des substances ou des mélanges à base de matière vierge, en fait, va reprendre l'essentiel des formes chimiques de synthèse, voire d'extraction. Alors, il faut bien voir que la difficulté à ce niveau-là, alors j'avais noté sur une diapo précédente concernant les PFC, c'est que par rapport à la culture française des matières fertilisantes qu'on peut avoir, on perd dans le règlement des appellations qui associent, j'allais dire, la nature et la forme de la matière fertilisante. Vous avez vu, hein, les appellations de PFC sont en fait assez, certes fonctionnelles, mais assez génériques. Et dans les CMC, ça ne sera pas toujours simple non plus, parce que certaines CMC ne sont pas définies par leur nature en tant que telles, mais en fait, on renvoie, c'est un système un peu à tiroir, on va renvoyer effectivement à des définitions qui dépendent d'autres textes réglementaires européens. En particulier, le règlement 1907-2006, qui est le règlement REACH, c'est celui qui établit en fait l'enregistrement des substances simples ou composées qui interviennent dans les processus industriels. Bon. Notamment donc des substances entre guillemets vierges ou simples, donc qui sont issues de synthèse ou d'extraction. Donc, c'est dans cette catégorie qu'on va pouvoir retrouver tous les engrais, entre guillemets, enfin, toutes les matières fertilisantes, entre guillemets, classiques, issues de la synthèse ou de l'extraction, notamment, dans la mesure où elles sont enregistrées, effectivement, dans le règlement. La catégorie 2, en fait, ce sont des végétaux. Alors, soit la totalité, soit en partie ou en extrait, qui ont subi un traitement, j'allais dire, naturel. Enfin, il n'y a pas de traitement chimique ou il n'y a pas de traitement thermique qui peut transformer la nature. On va avoir des traitements, je dirais, du broyage, du découpage, du broyage, du tamisage et éventuellement des traitements d'extraction à l'eau. Mais voilà, il n'y a pas de dénaturation de la nature, entre guillemets, biochimique de ces parties-là. En 3, on va trouver les composts. Alors, ce qui est assez spécial hein, par rapport à notre culture en matière fertilisante, c'est que pour nous, les composts sont des matières fertilisantes. Au niveau du règlement européen, on les considère comme des matériaux constitutifs. Bien. Alors, donc là, on a une catégorie qui parle de tous les composts. Donc, à partir des les éléments, les matières premières d'origine, donc des biodéchets au sens de la directive de 98 de 2008, c'est-à-dire des déchets biodégradables, verts, alimentaires ou issus de la transformation alimentaire, des produits dérivés au sens du règlement sous produits animaux, des organismes morts ou vivants, sauf les produits animaux, les bouts d'épuration ou la fraction organique des déchets ménagers. Donc, je pense que là, on fait référence éventuellement à des populations notamment microbiennes ou autres qu'on peut obtenir dans certains processus, soit alimentaires, soit dans des processus industriels. Les additifs de compostage et éventuellement des matériaux précédents déjà compostés ou digérés. Alors, le règlement propose des éléments assez descriptifs, assez complets sur les processus de compostage qui caractérisent les composts et sur les caractéristiques propres au compost. Donc, on va avoir des éléments caractéristiques d'innocuité ou de composition dans les PFC, mais aussi dans certaines CMC comme les composts. On va trouver donc les digestats qui sont issus de cultures végétales, alors qui n'ont pas de description de caractéristiques très établies, probablement parce qu'ils sont considérés avec peu de risques.
dans la mesure où ce sont des digestats qui sont obtenus à partir de végétaux cultivés pour la méthanisation, des additifs de digestion ou déjà des végétaux déjà digérés. Voilà. Donc, on décrit le processus de digestion, mais le règlement ne va pas plus loin sur ce qui est de la caractérisation de ces digestats. Et on a les digestats autres, donc pareil, on va retrouver des matières composantes qui sont d'ailleurs assez identiques à celles du compost, et on va trouver dans le règlement une description assez importante des processus de digestion et certaines caractéristiques de ces digestats. Pour les autres CMC, donc pour la CMC6, sous-produit des industries agroalimentaires, on a une description relativement précise, chaud de l'industrie alimentaire, donc en fait des produits issus de la carbonatation de certains dans les process de transformation alimentaire, la mélasse de sucre, vinasse de mélasse, drèche de distillerie, les végétaux, donc cette fois des végétaux qui peuvent avoir subi un traitement thermique dans le cadre d'une transformation agroalimentaire, chaude potabilisation. Et puis, donc, il faut que ces sous-produits soient également enregistrés au titre du règlement REACH. Les micro-organismes. Alors, les micro-organismes concernent essentiellement la PFC 6, c'est-à-dire les biostimulants. Et donc, on a les cas de micro-organismes qui sont précisément décrits, avec comme traitement autorisé des traitements de conservation, type des déshydratation et lyophilisation. Les polymères nutritifs, donc, qui sont aussi des substances qui doivent avoir été enregistrées donc, au titre du règlement REACH. Donc, ce sont en fait des substances qui agissent sur la libération d'éléments nutritifs. Les polymères autres que nutritifs, on va trouver des agents d'enrobage ou des agents de rétention d'eau, donc, qui agissent en fait sur les propriétés ou sur les relations, enfin les comportements hydriques des autres fertilisants. On va trouver donc le cas des produits animaux, enfin des sous-produits animaux, donc les produits dérivés au sens du règlement sous-produits animaux. Alors par contre, le règlement prévoit d'énumérer les sous-produits qui peuvent être utilisés, et pour l'instant ce n'est pas précisé dans le règlement à l'état. Donc ça doit faire l'objet d'une émission supplémentaire de documents par la Commission européenne. C'est en attente d'énumération. Et puis, on a une catégorie relativement large qui est les sous-produits au sens donc, de la directive déchets, mais qui ont dû faire l'objet, ou doivent faire l'objet aussi d'un enregistrement auprès de donc, la Commission européenne au titre du règlement REACH. Voilà. Donc, vous voyez, pour conclure rapidement, donc on a des catégories qui peuvent être avec des extensions plus ou moins larges. On a des catégories qui sont assez précises dans leur description, et on a des catégories qui, en fait, fonctionnent à tiroir, qui vont renvoyer sur d'autres textes réglementaires, enfin d'autres textes européens, règlements ou directives, et donc qui, je dirais, laissent un peu plus de champ sur les catégories de matériaux constitutifs. Très rapidement, alors je ne vais pas insister parce que j'allais dire, c'est pas trop l'objet du webinaire. Il y a les procédures de contrôle de conformité, donc qui sont également décrites par le règlement, alors qui sont variables en fonction du type de PFC, du type de CMC. Il y a quand même une grosse liberté qui est laissée en termes d'autocontrôle ou d'auto-certification, d'auto-contrôle de conformité aux entreprises qui peuvent fabriquer. Voilà. Donc, pour terminer sur cette vision européenne, alors à noter que donc, le règlement en l'état ne concerne pas, n'intervient pas sur l'utilisation ou sur l'emploi, donc sur les pratiques d'utilisation des matières fertilisantes. C'est uniquement sur la fabrication et sur la commercialisation. Le règlement stipule, alors c'est un point qui nous intéresse beaucoup au niveau français, parce que c'est une question qui est beaucoup d'actualité en ce moment, le règlement stipule très clairement la fin du statut de déchet. C'est-à-dire qu'il part du principe que le composant d'un fertilisant UE, qui est donc considéré comme valide au titre de ce règlement, cesse d'être un déchet, et donc le produit lui-même cesse d'être un déchet. Un État membre conserve la possibilité de faire retirer un fertilisant UE qui conforme et qui considère un risque. Donc, il y a une certaine liberté qui est laissée théoriquement, mais je pense que ça va être un jeu dangereux parce qu'il y a aussi, en contrepartie,
la possibilité d'intervention par la Commission européenne de faciliter la circulation de ces fertilisants dans la mesure où ils respectent les critères d'innocuité et d'efficacité. Donc, je pense que toute tentative de l'administration nationale d'un État membre qui voudrait limiter ou éviter la circulation sur son territoire d'un fertilisant pourrait vite taxer de protectionnisme et je pense que la Commission européenne pourrait aussi vite réagir en imposant cette circulation. C'est là où je pense qu'il y a aussi une partie de cette révolution culturelle au niveau des États membres, puisque des États membres qui avaient éventuellement une réglementation assez étendue et assez stricte, j'allais dire, vont perdre une partie de leur pouvoir, vont perdre une partie de leur autorité sur la circulation de ces matières fertilisantes, dans la mesure où elles seront considérées comme conformes selon le règlement. Par contre, pour toutes les matières fertilisantes qui ne sont pas prises en compte dans ce règlement, il y a bien entendu la conservation et donc le fonctionnement de la réglementation nationale qui va continuer. Au niveau donc de la mise en place, le règlement a été présenté en projet donc en mars 2016. Et dans l'intervalle 2016 jusqu'en juin 2019, donc à la date de sa publication, on a eu une activité R&D européenne qui s'est notamment manifestée par la mise en place d'un groupe d'experts, donc Nutrient Recycling, donc qui a été géré par la plateforme d'innovation, donc le IP Agri, donc qui est une émanation de la Commission européenne. Qui a donc travaillé pour faire un certain nombre de propositions de R&D et avec un certain nombre de projets qui sont partis dans l'intervalle 2017-2018, même 2019 d'ailleurs, pour accompagner la mise en application du règlement. Alors, le focus group, donc Nutrient Recycling, alors en gros, 13 pays, enfin 13 États membres, 23 experts donc, qui ont publié, donc avec un rapport d'ensemble et un certain nombre de fiches techniques. Et donc, vous pouvez retrouver ces éléments sur la plateforme IP Agri, sur la fiche, enfin sur l'accès aux travaux de ce groupe d'experts. Les programmes R&D donc qui en sont liés. Alors, vous avez des programmes qui ont émergé aussi dans le cadre du programme. Vous avez des projets qui sont émergés dans le cadre du programme Interreg. J'insisterai plutôt sur le cadre, notamment qui a vu l'émergence du projet Nutriman, donc le programme R&D Horizon 2020. Et vous avez un certain nombre de projets de R&D qui travaillent tous un peu en parallèle sur la mise en application de ce règlement. Donc, vous avez Circular Agronomy, vous avez Nutricycle, auquel la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime participe également, donc Nutriman, dont on va parler, Lex4Bio, puis un peu plus récemment, auquel participent plusieurs chambres d'agriculture dans la PCA, Fertimagno. Au niveau français, donc si je réduis un petit peu le point de vue, à l'heure actuelle, donc, on est aussi dans une période de changement et un petit peu de révolution culturelle, puisque avec l'émergence de la feuille de route de l'administration française, donc la feuille de route économie circulaire, on a une mesure, la mesure 24, qui met l'accent sur le secteur agricole pour en faire un moteur de l'économie circulaire dans la perspective de valorisation de tous les biodéchets, entre guillemets, de qualité. Faciliter le recyclage et le retour au sol de ces biodéchets en garantissant leur innocuité, leur valeur agronomique, en assurant une bonne répartition de la valeur, etc. Donc, cette déclaration, cette mesure s'est concrétisée un peu plus en 2018 avec un pacte de confiance, qui est une proposition émergente de la part de l'administration, dans le cadre d'une action conjointe ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, pour mettre en place des filières vertueuses de production de matières fertilisantes et de supports de culture issus de l'économie circulaire. Donc, on trouve une démarche qui est tout à fait synergique avec celle du règlement européen, mais qui se concrétise au niveau national par la volonté de renforcer les normes existantes sur les matières fertilisantes issues du recyclage, donc finalement sur un bon nombre de produits qui sont présentés dans les normes, et en favorisant l'utilisation de fertilisants issus de ressources renouvelables.
Alors, à l'heure actuelle, le pacte de confiance, en fait, pour l'instant, il s'est surtout traduit par une étude prospective, hein, qui a été commanditée par le ministère de l'Agriculture, donc un cabinet de conseil privé, donc qui a voulu faire un petit peu l'état des gisements et les perspectives d'augmentation de fertilisants biosourcés ou éco-sourcés. Alors, les résultats sont un petit peu, j'allais dire, finalement un peu, comment dirais-je, finalement mitigés, puisque en fait, en conclusion, c'est ce que je vous présente dans cette diapo, il y a trois scénarios d'évolution qui étaient envisagés par le cabinet, donc une tendancielle, donc sur les tendances actuelles, sobriété locale, et puis une ambitieuse avec beaucoup de transformations, d'éco-transformation, de transformation. Mais en fait, dans ces trois scénarios, le pourcentage de fertilisation par MF, donc par matière fertilisante issue de déchets, en fait, plafonnerait à son niveau actuel. Hein, donc, je vous mets in extenso l'explication. Donc, la cause principale, c'est qu'en fait, dans ces trois scénarios, on a quand même une très forte participation des effluents d'élevage et ces trois scénarios, je dirais, pronostiqueraient une forte diminution du cheptel, ce qui fait qu'en fait, la diminution des lisiers fumiers entraînerait finalement une compensation des autres gisements. Que ce soit, même si on avait une diminution du besoin d'azote des plantes, hein, c'est le scénario sobriété locale, ou une collecte accrue, une augmentation du gisement des effluents industriels et urbains, ça c'est la transition ambitieuse, et donc il n'y aurait pas de phénomène de compensation. Finalement, ça traduit bien le fait qu'on a quand même déjà une situation de recyclage assez importante en France, notamment au niveau des effluents d'élevage, et puis sur certains autres gisements. Il reste effectivement probablement à gagner sur d'autres gisements, comme les déchets alimentaires ou les biodéchets issus de collecte séparative des déchets ménagers. Mais en termes de volume, ça ne représente pas obligatoirement quelque chose de si significatif que ça. Un petit mot sur le projet de socle commun. Donc, dans la perspective de sécuriser les filières de recyclage et de ressources au sol, le ministère de l'Agriculture a lancé effectivement un projet de socle commun, c'est-à-dire un projet donc, de texte réglementaire qui, alors, notamment donc, pour l'instant un projet de décret, qui assurerait un niveau de protection assez homogène des sols agricoles par rapport aux contaminations. C'est toujours un peu cette vision environnementaliste qui, pour l'instant, domine, quel que soit le type d'autorisation du fertilisant. C'est-à-dire, quelle que soit finalement la forme que ça va prendre, soit des fertilisants commerciaux issus d'une autorisation de mise sur le marché, d'un règlement européen, ou de normes, de cahier des charges, ou des effluents ou déchets qui seraient valorisés par voie de plan d'épandage. Alors, assez rapidement aussi, hein, je suis désolé, ce n'est pas trop l'objet de ce webinaire de rentrer dans le détail de ces perspectives nationales. Néanmoins, on peut quand même, je dirais, expliquer que le point assez important dans ce projet de décret, c'est le fait d'établir une catégorisation des matières fertilisantes, hein, en trois catégories, A1, A2 et B. Donc A1 qui en fait représenterait des produits commerciaux, avec donc la règle d'or qui est l'autorisation de mise sur le marché, les produits UE donc qui ont un permis d'importation à l'heure actuelle, hein, évidemment, puis les produits UE qui sont par règlement. Et puis deux cas de dérogation aux autorisations de mise sur le marché, qui sont donc les produits conformes à une norme d'application obligatoire ou les produits conformes à un cahier des charges approuvé, bien sûr. Voilà. Donc, cette catégorie fait l'objet de critères d'innocuité qui sont présentés dans le projet, qui seraient présentés dans le décret. Et puis, avec des critères, pour les critères agronomiques, en fait, on renvoie aux spécifications qui sont déjà établies, soit dans les autorisations de mise sur le marché, soit dans les normes ou les cahiers des charges. On a la catégorie A2 qui ne reprend en fait que les produits conformes à une norme d'application obligatoire ou un cahier des charges approuvé. Alors, qui seraient des produits commercialisables, mais sous statut déchet. Alors ça, c'est un cas de produit sur lequel je ne m'étendrai pas trop, parce qu'effectivement, c'est un peu particulier. Ça fait l'objet de discussions et de débats, y compris au sein du réseau de Champs d'agriculture. Je sais que l'ANSES a ciblé comme amélioration ce cas-là en établissant qu'il y avait des ambiguïtés et des risques de confusion entre A1 et A2. Bien. Alors,
Bien, par contre, effectivement, il y a des critères d'innocuité qui sont établis aussi pour cette catégorie. Et puis, on a la catégorie B qui représente en fait les effluents et déchets qui sont gérés par plan d'épandage, hein, de soit au titre de la réglementation IOTA ou au titre de la réglementation ICPE. Ils ont également leurs critères d'innocuité et il y a une présentation de critères agronomiques spécifiques pour ces cas d'effluents. Et le projet précise aussi un certain nombre de critères, mais qui restent encore à développer en termes de contrôle. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie-là. Si vous avez des questions, avant de laisser la parole à ma collègue Griselda. Alors, je ne vois pas de main se lever, pas d'éléments de discussion. Oui, Christophe, Griselda, enfin Christophe, tu voulais dire quelque chose? Non, pas particulièrement. On voit que c'est un nouveau catalogue, une nouvelle façon d'aborder les produits organiques et amendements minéraux. Alors oui, je vais faire un petit commentaire. Ce qui sera, je pense, ce qui va demander une petite évolution, enfin une petite gymnastique, enfin petite, c'est une méthode, peut-être une grande gymnastique d'esprit pour ce qui nous concerne sur le règlement. Ça va être notamment d'envisager la constitution, enfin la définition de matière fertilisante comme une combinaison d'un côté entre une PFC, c'est-à-dire une catégorie fonctionnelle d'utilisation, donc engrais, amendements, support de culture ou autre, et un matériau constitutif. Jusqu'à présent, nous, on raisonnait dans un bloc. C'est-à-dire qu'on avait la matière fertilisante décrite notamment par rapport à son origine et sa transformation. Par exemple, le compost de déchets verts. Voilà. Et ça faisait une matière fertilisante. Maintenant, à la limite, le compost, ça va être une catégorie de constitution et on pourra se poser la question de savoir si on a des engrais organiques qui vont intégrer du compost, ou peut-être des engrais organominéraux qui vont intégrer du compost, parce que le compost sera un matériau de constitution. Même chose pour le digestat. Voilà. Alors que Donc, pour l'instant, on raisonnait plutôt par le digestat, enfin, de certaines formes de digestat, c'était plutôt des engrais, d'autres formes peut-être plutôt des amendements, etc. Cette façon de raisonner va devoir en fait évoluer avec l'application du règlement. et donc, ce sera une obligation pour les fabricants et les commercialisants, enfin les metteurs en marché, de donner des informations sur les ingrédients, enfin les constituants, les ingrédients de fabrication. C'est pas simplement de dire c'est un compost composé, voilà ses caractéristiques de teneur, et débrouillez-vous avec ça. Alors, il faut que je vérifie sur le. Je n'ai pas encore été assez profondément dans le texte européen sur la partie étiquetage et autres. Je ne suis pas sûr qu'on ait obligatoirement la description en fait sur le produit. Le risque. Exemple typique, on a un produit, on connaît que le C sur N, la teneur en Oui. matière sèche, la teneur en azote. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un compost machin. Et on mélange des sciures avec de la fiente de poule, et c'est pas du tout le produit auquel on s'attend. Alors, il y a deux choses, si tu veux, dans ta remarque. C'est qu'il y a éventuellement la connaissance de matériaux d'origine, mais que finalement, la combinaison, c'est pas enfin la combinaison et l'explication de la combinaison, elle n'est pas représentative ou elle donne pas obligatoirement d'informations sur le comportement ensuite en tant que matière fertilisante. Mais ça, on l'a déjà d'une certaine façon, hein. C'est un peu le cas notamment des digestats ou de certains composts. C'est-à-dire qu'on peut avoir des indications ou avoir des garanties sur la façon dont ça a été fabriqué. Après, le comportement en sol, c'est pas toujours évident de l'en obtenir. Ce qui, en principe, garantit un certain nombre de choses dans le règlement européen, c'est quand même le fait que beaucoup de substances de constitution doivent être inscrites, doivent avoir fait l'objet d'un dossier d'inscription d'enregistrement dans le cadre du règlement REACH. Et dans ces dossiers, il y a un certain nombre d'informations assez précises sur la constitution et sur l'utilisation. Le problème, ce sera peut-être au départ pour nous d'arriver à retrouver toutes ces informations ou de savoir si on a des équivalents locaux en France.
Et donc, de toute façon, mais je pense que ça, c'est pas propre au règlement européen. On va avoir le gros problème en fait qu'on a actuellement quand on affronte, si j'ose dire, l'organique ou l'organominéral, c'est d'avoir des références d'utilisation qui permettent de décrire précisément ou de façon opérationnelle l'utilisation d'un produit. En ce qui concerne un produit organique, même en ce moment avec la réglementation française, notamment avec les produits qui sont décrits par des normes, on a des éléments d'information qui sont assez faibles par rapport à ce qu'on aurait besoin de savoir. Pour un engrais organique, en fait, on a vraiment besoin de savoir le comportement au sol pour la disponibilité des éléments fertilisants, en particulier l'azote, mais c'est vrai aussi pour le phosphore. Et on n'a pas ça dans le marquage normatif, parce qu'on va reprendre le marquage normatif, il va reprendre les compositions alimentaires totales, point barre, parce que ça a été écrit et ça a été conçu et pensé sur le modèle du minéral. Donc, j'allais dire ça, à la limite, c'est un problème qu'on va affronter, certes, par le biais du règlement, parce qu'il va faciliter la commercialisation d'un certain nombre de produits au niveau européen, mais c'est un problème qu'on connaît déjà actuellement avec un certain nombre de produits purement franco-français. Sur des produits commerciaux, on va dire peut-être que le metteur en marché va faire des efforts, va payer des trucs, va mettre de l'information. Sur des plateformes de compostage où on prend différents ingrédients et on composte, je suis très dubitatif sur le fait que ça se fasse. Ils ont déjà du mal à payer les analyses réglementaires. Donc, se lancer dans la justification de tous les composants, de dire qu'ils sont tracés, ils sont normés, enfin, ils correspondent à un catalogage européen, j'y crois pas du tout. Ça va être justement, je pense que c'est un point sur lequel on a à travailler, en tout cas au sein de Réseau Chambre, justement pour la préparation de ce règlement, mais aussi, j'allais dire, il y a un travail conjoint à faire, préparation du règlement, mais aussi socle commun et contexte purement français. Je vais laisser la parole à Erizalda. Merci Jean-Philippe. Oui, Alors, je cherche je ne veux pas condiviser mon écran. Alors, vas-y, essaye maintenant. Ok, merci. Ok, merci. Voilà. C'est possible. Ok. Vous le voyez? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, parfait. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais me présenter. Je suis Célia Canal, la charge de projet européen pour l'Assemblée des régions européennes frutifères, légumières et floricoles. Je voudrais dire deux mots pour AREF, que l'AREF est une association européenne qui représente le voix des régions producteurs de fruits et de légumes et l'organisation de producteurs en 10 pays différents en Europe. Et dans ce webinaire, je vous présenterai le projet Nutriman et la plateforme que le projet Nutriman nous offre. Le projet Nutriman, de titre signifie Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network, en français réseau thématique sous la gestion de nutriments, de la récupération de nutriments. Le projet Nutriman est financé par le programme Horizon 2020 pour 15 réseaux thématiques pour la diffusion de connaissances prêtes à l'employé. Le coordinateur, c'est M. Edouard Son. Pour les personnes de contact en France pour la REF, c'est Mme Panego, c'est moi. Pour la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, c'est M. Jean-Philippe Bernard. Le projet a commencé en 1er octobre 2018 avec une durée de 36 mois. Le consortium de projet Nutriman est composé de 18 partenaires provenant de 8 pays de l'Union européenne, 9 instituts de recherche, 3 petites moyennes entreprises, 4 chambres de commerce et d'industrie, une association d'agriculteurs et une organisation à but non lucratif. Le projet Nutriman est un réseau thématique sur l'azote et sur le phosphore qui rassemble les connaissances scientifiques sur les organes organiques, en particulier les produits, les technologies et différentes applications et les pratiques qui en découlent. Ce réseau est chargé de transférer au secteur primaire les résultats scientifiques,
les plus innovantes, compétitives et commercialement prêtes à l'employer. Des programmes de recherche appliqués avec les pratiques industrielles actuelles dans l'intérêt et au profit de professionnels agricoles. En plus, le projet Nutriment considère que l'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendantes de ressources extérieures et visant de plus en plus de la durabilité à long terme. En plus, il est urgent d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition vers une agriculture basée sur la connaissance. Les objectifs de projet Nutriment ils sont différents. L'objectif, il s'agit d'améliorer l'exploitation de cas pratiques et prêts à l'employer, de gestion et de récupération d'azote et de phosphore, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par les agriculteurs. Le deuxième objectif est de créer de nouvelles opportunités pour l'agriculture, pour les agriculteurs, de développer des liens entre la recherche appliquée, les résultats pratiques et les pratiques agricoles en matière de gestion et de récupération de nutriments. En plus, le troisième objectif, c'est la diffusion des connaissances sur le thème de la récupération et utilisation des intrants par une réalisation d'une centaine de synthèses techniques selon le format EpiAgri. Le EpiAgri, c'est une plateforme de partenariat européen d'innovation pour la productivité et la durabilité agricole et le support de formation à travers l'atelier et de webinaires et aussi de démonstrations de vidéos de démonstrations qui sont faites dans le terrain ou sur le champ. D'ici à 2022, l'année de mise en œuvre et l'harmonisation de la nouvelle législation européenne sur l'intrant, les professionnels de l'agriculture connaîtront déjà et auront essayé et appliqueront les produits de filière de valorisation. Un autre objectif de projet Nutriment c'est d'utiliser une approche ascendante au mieux, de considérer le point de vue des agriculteurs. Dans le jargon européen des reprojetations, on appelle l'approche bottom-up. En plus, le projet Nutriment veut partager et présenter de meilleures solutions existantes prêtes à l'employer et proches du marché aux agriculteurs. En plus, d'une expansion de réseaux thématiques existantes, mais en plus, l'objectif de ce projet est que la plateforme pour les agriculteurs doit être utilisée pour les agriculteurs et les conseillers de l'agriculture et l'entreprise. Ils peuvent consulter la plateforme jusqu'à 2031. Avec ce slide ici, je voudrais vous mieux comprendre l'objectif de Nutriment qui est l'interaction entre le projet Nutriment et l'entreprise, aussi les agriculteurs et le projet Nutriment, et les conseillers agricoles et Nutriment, tout ça pour donner des informations plus intéressante et plus innovante par rapport à cette thématique. Maintenant, je voudrais vous passer à présenter la plateforme Web Nutriment. Le projet Nutriment vous offre la possibilité de consultation de cette plateforme. La plateforme Nutriment a une page dédiée avec une description de principales caractéristiques de produits ou de la technologie. Il y a un lien direct pour un engagement approprié dans l'agriculture. Dans la plateforme sont aussi disponibles des fiches d'information, d'infographiques et du matériel audiovisuel. Tout ce travail est grâce aux partenaires de projet Nutriment et des entreprises concernantes. La plateforme de projet Nutriment se représente en ce manière. Je voudrais vous le présenter directement en ligne. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, la plateforme est traduite. Excuse-moi, Zelda, oui, c'était pour te confirmer qu'on a bien la vision sur la page web.
Ah, merci beaucoup. Alors, la plateforme Nutriman, il est traduit en 8 langues qui sont les langues de partenaires de consortium de projet Nutriman. Vous avez la possibilité aussi de consulter en langue française. Vous cliquez toujours sur la langue française. La plateforme se représente de cette manière. Dans la plateforme, vous avez possibilité de consulter le vieux bulletin de projet Notre Humain que vous trouvez ici, mais aussi si vous êtes intéressé pour rester informé par le projet Notre Humain, vous avez la possibilité de s'inscrire à le bulletin de projet Notre Humain. Je vous invite de s'inscrire parce qu'en ce moment, il y a des bulletins très intéressants par rapport à la thématique différente de différents produits que je vous présenterai. En plus, la plateforme vous offre la possibilité de consulter, de donner votre opinion à travers 2 enquêtes. La première enquête, c'est une mini-enquête, une courte enquête, qui est divisée par produits et technologies. Et la deuxième, c'est une enquête générale. Je continuerai à vous présenter la mini-enquête, comme vous pouvez participer à cette enquête. Je vous présente l'enquête de produits, qui c'est le même pour les technologies. Vous cliquez toujours sur le bouton de la langue française. Vous voyez que vous avez la catégorie de mini-enquête sur le produit. Ils sont été divisés par catégorie principale, comme vous voyez, compost digestate biomasse, compost digestate biomasse alternative. La catégorie principale de cendres, qu'est-ce que c'est la sous-catégorie cendres, et de produits de phosphate, qu'est-ce que c'est la sous-catégorie struvite. Et ça, vous cliquez sous, ici à votre droite, vous avez le code de produit. Je vais vous prendre le premier produit de nombre de 110. Vous n'inquiétez pas parce que vous cliquez toujours sur le bouton de la langue française. Vous n'inquiétez pas parce que le titre il se présente en langue anglaise, mais vous avez la possibilité sous la fenêtre langue, cliquez sur la langue française. Vous lisez le titre de produit en langue française. Ici, à la fin, vous avez le document qui sont les API, le fiche informative et le matériel pédagogique. Vous cliquez et vous lisez. Après, une fois que vous avez lu la documentation par rapport à les produits que vous êtes intéressé, vous cliquez toujours sur la langue française et vous répondez à l'enquête. Je vous invite vraiment de participer à ce mini-enquête parce que votre opinion, c'est très important pour nous. Maintenant, je vous passe à présenter l'enquête générale. Vous cliquez toujours sur la langue française. Cette enquête consiste en une consultation des agriculteurs et l'identification de motivation de barrières pour l'utilisation de fertilisants biosources et écosources et de leur technologie de production. Vous devez donner votre avis que vous êtes d'accord et après vous continuez à répondre l'enquête qui est divisée par une partie générale pour une question sur le produit et question de technologie. En plus, la plateforme vous offre la possibilité aussi de consulter de produits et de technologies que je vous présenterai maintenant. Je continuerai la présentation par les technologies. Comme je vous déjà anticipé, la plateforme elle est divisée vous offre la possibilité de consulter les technologies et produits. Les technologies, à chaque fois, elles sont sur la plateforme ont été divisées en catégories. La première catégorie, c'est la récupération biologique de nutriments en compostage, digestion anaérobie, technologie à base de microalgues. La deuxième catégorie, c'est la précipitation de phosphore provenant de lisières des eaux usées, des eaux de drainage. Le troisième, c'est la récupération thermochimique de nutriments. Le quatrième, c'est la récupération physico-chimique d'azote, de fumière, de digestat, des eaux usées, de séparation de procès
membranés. La plateforme contient le contact direct de fabricants d'intrants et aussi de développeurs pour chacun de technologies. Je voudrais vous présenter la plateforme. Aussi, la plateforme a été traduite en 8 langues différentes. Vous cliquez toujours sur le bouton de la langue française. La page qui s'ouvrira, c'est ça. Vous avez le titre, la catégorie de technologie, les principales catégories de technologie, la récupération biologique de nutriments, compostage, digestion anaérobie, technologie à base de microalgues. Les principales catégories ont été divisées en sous-catégories. Vous trouvez ici la sous-catégorie de digestion anaérobie, le compostage, la digestion anaérobie de compostage, technologie micro-algues, lentilles, zoos, insectes, enzymes. Aussi, vous voyez la deuxième sous-catégorie, la deuxième principale catégorie et la sous-catégorie précipitation de phosphore de partir de fourmilière, précipitation de phosphore à partir des osés, des de baux épurés, etc. Pour chaque sous-catégorie, vous avez la définition, qu'est-ce que c'est digestion anaérobie, qu'est-ce que c'est le compostage, qu'est-ce que c'est la digestion anaérobie de compostage, etc. Et ici, vous avez aussi la possibilité de consulter pour chaque sous-catégorie le nombre d'ID, qui sont les technologies. Il suffit de cliquer sur la technologie et vous avez la possibilité de consulter les technologies. Maintenant, je voudrais vous présenter une technologie de titre ID 193, 193 pardon, en français parce qu'en Belgique on dit 183, de titre la technologie de pyrolyse à zéro émission très rare. Très rare signifie recycler, réutiliser, réduit pour la récupération de phosphore des eaux d'animaux de qualité alimentaire en biophosphate. Cette technologie fait partie de la catégorie de récupération thermochimique de nutriments et dans la sous-catégorie de récupération réductrice thermochimique de phosphore. La provenance de cette technologie est en gras, produit par très rare agrocarbone et le vendeur est très rare agrocarbone. Cette technologie est une technologie orthothermique de pyrolyse à zéro émission très rare via des processus de recycle thermochimique et biotechnologique intégrés a été spécifiquement développée et conçue pour la valorisation de sous-produits des eaux d'animaux de qualité alimentaire en un grand phosphore. Le biophosphate est un compost de différents types de eaux d'animaux, principalement bovins, de qualité alimentaire déjà pré-traité à 133 degrés à 3 bars pendant de 20 minutes. Les avantages de ces technologies très rares sont différents. Le premier avantage est que le procès de pyrolyse très rare consiste à en récupérer du phosphore économiquement concentré à partir des eaux d'animaux de qualité alimentaire qui pourraient potentiellement fournir une source alternative abondante de nutriments présente une efficacité agronomique similaire à celle de roche-phosphore extrait et des ingrédients phosphates traités synthétiquement. Le deuxième avantage, c'est de cette technologie très rare et une solution à émission zéro pour la conception primaire où tous les flux de matériaux sont recyclés et réutilisés. Le processus très rare ne produit pas l'émission nocive et le produit est sûr et valorisé. En plus, le troisième avantage de cette technologie, qui est le bio-huile de pyrolyse, sera utilisé pour fournir de chaleur et d'électricité aux usins.
La plateforme pour ces technologies et pour toutes les technologies que je vous présenterai, que je vous déjà présenté pour chaque subcatégorie, vous offre la possibilité de télécharger et de consulter les documents. Les documents que vous pouvez consulter sont le résumé de la pratique EPIAGRI, le fiche technologique et l'application de matériel pédagogique. Je voudrais vous présenter comme vous pouvez faire pour trouver ce type de document parce que la plateforme, c'est pas très facile. Vous cliquez toujours sur la langue française, vous n'inquiétez pas parce que le titre de la technologie, il apparaîtra en anglais. Vous avez des informations bases ici, les vendeurs, le pays, la catégorie principale et la sous-catégorie. Vous allez sur un point fond et vous trouvez la fenêtre de langue française et de langue. Vous cliquez sur la langue française. Vous trouvez le titre de la technologie dans la langue française. Vous allez à la fin de la fenêtre. Ici, vous avez le sommaire et le document. Vous cliquez sur le premier document, c'est le format EPIAGRI. Dans ce document EPIAGRI, vous avez le titre court de la technologie, en plus un bref résumé de la technologie. Je continuerai mon présentation avec le produit. La plateforme vous offre aussi la possibilité de consulter des produits. Aussi, les produits ont été divisés par catégorie. La première catégorie, c'est le compost digestate et biomasse. La deuxième catégorie, c'est cendre. La troisième, c'est le struvite des autres produits phosphates. La quatrième catégorie, c'est le biochar et biophosphate. Et le cinquième, c'est les eaux épurées et concentrées d'azote minéral. Aussi, pour le produit, vous avez des contacts directs sont disponibles, soit de le fabricant d'un grand, soit de développeurs de chacun des produits. Je continuerai avec la présentation de la plateforme de produits. Aussi, vous cliquez toujours sur la langue française. La page de la plateforme pour le produit se présente en cette manière. Les produits ont été divisés pour une catégorie principale. Aussi, pour la subcatégorie, vous trouvez le compost, digestate, biomasse, cendre, struvite, phosphate de calcium précipité, acide phosphorique, précipité de phosphore, biochar, etc. Vous avez pour chaque subcatégorie aussi la définition, qu'est-ce que le compost, qu'est-ce que c'est le digestate, qu'est-ce que c'est le biomasse, le cendre, le struvite, etc. Aussi, vous avez la possibilité de consulter pour chaque subcatégorie. Par exemple, le compost, vous avez de nombreux ID. Il suffit de vous cliquer sur le nombre ID que vous êtes intéressé et vous avez l'information que je vous présenterai. En plus, pour le produit, vous avez la possibilité aussi de consulter le matériel d'information. Ce matériel de formation a été divisé, par exemple, vous voyez matériel de formation compost en Europe du Nord, un compost en Europe du Sud, digestate en Europe du Nord, de biomasse alternative, de cendres, de produits à base de cendres, etc. Je vous présente le premier produit, qui c'est le document d'information, qu'est-ce que c'est le compost du Nord et en Europe. Vous trouvez dans ce document, par exemple, les principales caractéristiques de la catégorie, matériel premier, mode d'obtention, les tenures en éléments fertilisants, l'avantage pour les agriculteurs, limite d'application, le règlement sur le produit fertilisant, le cadre juridique d'utilisation et les prescriptions nationales, l'évolution, le guide de bonne pratique et les doses de l'application. Maintenant, je continuerai à vous présenter le produit ID 192 de titre biophosphate à haute densité en nutriments produits à partir d'animaux de qualité alimentaire avec une teneur en un grand phosphate plus de 30%.
par le procès de traire zéro émission pyrolyse. Ce produit fait partie de catégorie de biochar et biophosphate et dans la sous-catégorie de biophosphate. La provenance est hongroise, est produit par Traer Agrocarbone et le vendeur est Traer Agrocarbone. Les produits biophosphate des eaux d'animaux ABC, un produit naturel à structure macroporose et à teneur en phosphore récupéré économiquement élevé. Les produits et commerciaux de biophosphate sont formulés en bioazote, phosphore, potassium et calcium, dont l'importe de quel compose selon le domaine de l'utilisateur ou de marché. Le biophosphate contient une quantité élevée de phosphore, majeure de 30%, et de calcium, majeure de 37%, qui sont traités pour être disponibles pour les plantes, ce qui permet un approvisionnement en phosphore efficace, sûr pour l'environnement et renouvelable. Le produit biophosphate contient également des autres oligoéléments récupérés ainsi que des autres nutriments tels que le potassium et le magnésium. Les avantages de ce produit sont différents. Le premier avantage est que le produit biophosphate utilise des matières premières d'origine européenne, de sous-produits et des ordonnements de qualité alimentaire issus de l'industrie de transformation, des eaux de catégorie 3, renouvelables et disponibles à long terme à une échelle économiquement dans plusieurs pays de l'Union européenne. En plus, ce produit est un produit totalement sûr et offre un environnement sans toxicité. Aussi, plusieurs essais de culture en plein champ et en serre ont été effectués, comme en Italie, Hongrie, Pays-Bas et Allemagne. Ces produits peuvent être utilisés dans différentes conditions climatiques et pédologiques. Aussi, pour ce produit et pour tous les produits que la plateforme vous offre, vous avez la possibilité de consulter et de télécharger les documents. Les documents que vous pouvez consulter sont le format EPIAGRI, la fiche technologique et l'application de matériel pédagogique. Je voudrais vous présenter directement la plateforme et comme vous pouvez trouver les fiches de technologie et l'application de matériel pédagogique. Alors, la plateforme toujours est en 8 langues. Vous cliquez toujours sur la langue française. Vous n'inquiétez pas parce que le produit est toujours en langue anglaise. Ici, vous trouvez toutes les informations bases de ce produit. Vous allez sur la fenêtre langue, cliquez sur la langue française. Le titre vous apparaît en langue française. Vous allez à la fin de la fenêtre. Je vous présente le document fiche d'information comme elle se présente. Ici, matériel de formation. Ici, vous avez le titre en langue française, l'information principale, par exemple, quel est le produit, quel est le vendeur de produits, quels autres produits et technologies sont fournis par le vendeur, quelle teneur de nutriments, quel équipement et de méthodes pouvant être utilisées pour appliquer le produit. En plus, sous la fiche informative de ce produit, vous trouvez toujours le titre en langue française, l'élément clé de produit, la présentation de produit. Ici, vous avez comment utiliser le produit. Ici, si vous avez besoin de contacter le producteur, vous avez l'information base ici. En plus, ce document vous offre la possibilité de consulter les caractéristiques clés de produit, l'avantage de produit et la position de ce type de produit. Je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé mon présentation. En cas si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de nous contacter ou de poser des questions. Merci Jean-Philippe, je vous donne la parole. Merci Erizalda, je la reprends, puis si vous avez des questions. Alors, je ne vois pas de main levée, je
pas Christophe qui a son micro ouvert. Oui, vas-y Christophe. Dans la démarche de recenser les produits organiques et de détailler les nouvelles applications, est-ce que vous êtes au courant qu'en Grand Est, il y a une démarche qui s'appelle Ferticlick qui est en cours et qui ressemble beaucoup à ce que vous venez de présenter? Alors, on est au courant, effectivement, Christophe, puisque donc les porteurs du projet Ferticlick, enfin les représentants du projet Ferticlick ont pris contact avec nous et avec KO. Hein. Donc oui, vous avez vu que la PCA a été appliquée dans la démarche fortement, puisque la PCA est membre du consortium du projet Nutriman. Donc notre correspondant, c'est KOIM. Oui, on a déjà organisé une rencontre par visio avec les tenants du projet Ferticlick, effectivement, qui sont trouvés intéressés par la démarche. Sachant que c'est quand même Ferticlick est une démarche assez française, donc elle est conçue dans la culture qu'on partage en France. Ils étaient intéressés effectivement par la démarche Nutriman qui représente en fait une vision à l'échelle européenne. Et en ce moment, je crois que les gens de Ferticlick se posent la question de comment on peut intégrer des informations qu'on trouve sur d'autres plateformes, notamment sur celle de Nutriman. Ok, merci. Je t'en prie, Christophe. Une autre question? Bon, dans ces cas-là, je vous propose de passer à la suite de la présentation. Voilà. Bien, j'espère que vous voyez mon... Oui. Ok, très bien. Donc, dernière présentation. Je reprends donc le relais d'Erizelda, qui vous a fait une présentation très détaillée de l'ensemble de la plateforme et qui vous a parlé déjà d'un certain nombre de produits européens. Moi, je vais vous parler des cas qu'on a pu étudier en France et qui sont, j'allais dire hélas, des cas français. Je dis hélas, c'est qu'effectivement, notre réglementation qui est assez stricte, notamment sur les essais et, j'allais dire, ce qui est très bien d'ailleurs, ne nous a pas finalement permis de pouvoir étudier les produits proposés par nos correspondants du projet Nutriman dans la mesure où ils n'étaient pas autorisés, reconnus ni autorisés en France. Bien. Alors, projet Nutriman, hein, très rapidement, puisque Erizelda en a largement parlé. Donc, toujours dans l'optique du règlement, hein, donc améliorer, augmenter l'indépendance de l'Union européenne par rapport aux ressources non renouvelables et d'améliorer l'utilisation de matières fertilisantes issues du recyclage. Donc, le projet développe un réseau de connaissances prêt à emploi sur les technologies de transformation et sur les produits qui en sont obtenus. Les représentants, donc Chambre d'agriculture, donc les participants, donc c'est l'APCA qui est membre direct du consortium, hein, avec KOIM comme correspondant, et avec l'appui opérationnel donc, de deux chambres, la Chambre régionale de Bretagne, avec Daniel Hannock et Jérémy Guy, et puis la Chambre départementale de Charente-Maritime, donc moi-même, et puis donc avec l'aide de deux collègues qui m'ont donné un gros coup de main sur le travail de terrain. Donc notre action en chambre, c'était donc de proposer au sein du réseau, enfin au sein du réseau Nutriman, les 4 produits issus du recyclage en France, hein, pour montrer un petit peu ce qu'on avait déjà comme référence, donc compost agricole, fiente de volaille, cendre végétale. Nous, de participer au travail de traduction en français des documents techniques et des produits de communication, et puis, dans la mesure du possible, d'organiser des opérations de démonstration. Bien. Donc, sur 3-4 produits présentés donc, du côté français, on a pu proposer un certain nombre d'éléments de démonstration. Alors, donc, je vais commencer avec le cas des cendres. Donc vous voyez, alors, vous retrouverez ces informations sur la plateforme Nutriman, hein, puisqu'elles en sont tirées. Donc, cendres de bois, a priori catégorie donc, PFC1C, donc engrais inorganique, si j'interprète correctement le règlement UE.
Donc, ça vient donc du Finistère. Ce sont des cendres de bois brûlés en chaudière avec une composition donc de type phosphopotassique. Voilà. Et apport de magnésium avec un effet quand même neutralisant. Donc, il y a un effet amendement qui est non négligeable. Donc, ce cas de produit a fait l'objet d'une opération de démonstration, j'allais dire d'une expérimentation, enfin d'un essai de démonstration. Ce n'est pas un essai avec un protocole classique à but de démonstration statistique, c'est plus une démonstration opérationnelle. Donc, vous avez eu donc sur une parcelle de prairies, vous avez eu un apport de 2 tonnes donc, de cendres par hectare, avec plusieurs bandes, donc 3 bandes de 7 mètres de large. Donc, vous aviez des bandes de cendres et des bandes témoins. Bon. Donc, ça s'est fait en 2019, après pâturage, et on a eu une mesure de l'effet, un suivi des effets, pardon, par des mesures à l'herbomètre, donc avec la participation de l'éleveur lui-même. Donc, la parcelle a été repérée parce qu'elle était particulièrement carencée en phosphore. Hein. Vous avez les analyses de terre 2015 qui ont été faites. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a un net déficit en phosphore, que ce soit méthode d'ailleurs ou Olsen. Pas de déficit particulier en potassium, ni légèrement en magnésium. Et vous voyez donc les apports alimentaires qui ont été faits sur les bandes avec 2 tonnes de cendres par hectare. Donc, principalement du phosphore, du potassium, du magnésium et un effet neutralisant. La teneur de renforcement, donc, qui, d'après les références du commissaire, était effectivement demandée 170 mg par kg de phosphore. Ah, pardon, oui, ok, voilà. Donc, les résultats principaux de l'essai 2019. Donc, les mesures qui ont été faites après épandage, donc, qui sont des mesures d'hermomètre, ont été converties en densité de biomasse, donc exprimée en tonnes de matière sèche à l'hectare pour rendre des observations plus concrètes, parce que c'est ça qui intéresse l'éleveur quand même à la base. Et donc, en gros, globalement, vous voyez qu'en fait, les taux de croissance sont améliorés de 20 à 70% de l'année qui suit l'épandage. Vous avez sur le graphique donc 2 types de courbes. En très plein, donc les rendements cumulés, donc avec cendre et dans le cas du témoin. Et donc, vous voyez qu'effectivement, vous avez un cumul qui augmente régulièrement sur fin de l'année 2019 à fin de l'année 2020. Et vous avez en tireté, vous avez les taux de croissance, donc mesurés. Vous voyez effectivement que vous avez un effet cendre qui est supérieur au témoin, avec quand même une atténuation de l'effet vers la fin de l'année 2020. En conclusion, donc, c'est une démonstration qui met en évidence un effet positif des cendres sur la pousse de l'herbe. Alors, sans analyse factorielle, parce que, en fait, comme il s'agit d'un engrais composé avec en plus un effet neutralisant, vous avez beaucoup d'effets et ce type de dispositif ne permet pas d'isoler ou d'analyser les facteurs les uns des autres. Par contre, le résultat d'analyse de terre permet de supposer que c'est bien l'effet de phosphore qui est le facteur essentiel de l'effet. C'est le facteur phosphore dans la pousse de l'herbe, parce qu'effectivement, on a une diminution de cet effet au bout d'un an, ce qui ne devrait pas être le cas si on considérait l'effet neutralisant, l'effet chaulage. Par contre, mon collègue donc Daniel a pu noter une différenciation de la force qui pourrait s'expliquer par un effet sur le pH. Donc voilà pour l'essai cendre. En Charente-Maritime, donc on a pu tester 2 produits. Donc le premier, c'est un compost fumier plus algues. C'est son caractère un peu innovant. À chaque fois, je vous mets dans le diaporama, vous retrouverez l'identifiant qui vous permet de repérer le produit sur la plateforme Nutriman. Donc, c'est un compost fumier plus algues, donc catégorisé donc 3A, c'est-à-dire amendement organique, d'après le règlement. Donc, c'est une exploitation agricole qui le produit. Et c'est un compost obtenu à partir de fumier de bovin, fumier équin, de paille et d'algues. C'est une exploitation qui est assez proche du bord littoral, donc elle peut récupérer des algues relativement facilement, avec une composition qui est relativement équilibrée, qui bien entendu est avec des teneurs en éléments totaux relativement faibles, ce qui justifie la caractérisation d'amendement organique, mais relativement équilibré entre azote, phosphore, potassium, magnésium, calcium et également soufre. Donc, on a un peu moins de 15% de matière organique sur la matière brute, précise. Assez surène
assez équilibré et un pH plutôt alcalin, plutôt calcique. On a fait pareil un essai de démonstration de l'utilisation de ce compost en Charente-Maritime, donc dans une parcelle de marais, plein marais, donc Poitou-Charentes, donc sur une terre, enfin sur une parcelle, sur un sol très argileux, assez profond. Donc vous avez la localisation. Et en fait, sur une parcelle, donc dans le cas d'une culture de maïs, on a fait, enfin c'est mon collègue qui s'en occupait, donc 4 bandes avec un apport de compost. Donc vous voyez deux apports de 2 bandes avec 35 tonnes à l'hectare, une bande à 17 tonnes à l'hectare et une bande à 70 tonnes d'hectare. Donc, il s'agit donc d'un essai sur culture de maïs en bio, conduit en bio. Donc, il n'y a pas d'apport nutritif du commerce, c'est la fertilité de la parcelle directement. Donc, on espérait voir un effet effectivement des apports de compost. Bon, le suivi en bande, c'est pour une facilité de mise en place dans le cadre de la démonstration. Et on avait des mesures prévues qui ont été faites donc de rendement, en tout cas, biomasse et rendement. Et vous, comme vous pouvez le constater, on a fait aussi un petit suivi, enfin un petit suivi. On a fait un suivi par télédétection pour avoir une idée du développement. Donc, les apports sont relativement conséquents finalement, puisque c'est un produit qui s'utilise pour des doses de l'ordre de 10 à 15 tonnes à hectare, mais sur les bandes en question, pour voir un effet, on a utilisé des dosages plus importants, donc 17, 35, 70 tonnes, ce qui correspond quand même à des apports en azote et en phosphore, en potassium relativement conséquents, notamment sur 70 tonnes à hectare. Donc, vous pouvez voir, c'est assez important. Malgré cela, on a des résultats de suivi qui sont relativement décevants. Vous avez notamment donc une mesure, un suivi de télédétection qui a été fait au stade 7-8 feuilles. Or, vous avez donc un développement de la biomasse identique, alors ça n'apparaît pas là. Vous avez une modélisation donc, de l'indice de nutrition azotée NBI qui a été faite, et vous voyez qu'en fait, sur la parcelle, hein, c'est la partie qui apparaît en pointillé avec les éléments, vous voyez qu'il y a très peu de différenciation entre les 4 bandes. Il n'y a pas eu de différence de développement. Et au niveau des résultats de rendement, pareil, on voit très peu de différence par rapport aux témoins, notamment, à la limite, sur l'ensemble du témoin, on a des résultats qui sont meilleurs que sur les bancs. Donc, ça nous a laissé un peu sur notre faim quand même. Et on a essayé d'en savoir un peu plus. Parce que mon collègue se posait la question sur un effet, sur une stabilité très forte du compost, sur un effet de une fertilité du sol de la parcelle tellement importante qu'elle aurait nivelé, etc., tous les résultats. Pour essayer d'en savoir quand même un peu plus, on a travaillé avec un outil de modélisation que j'affectionne beaucoup, qui est Stix. Je pense que je vous en ai déjà rabattu, pour ceux qui me connaissent, les oreilles, donc qui est un outil de modélisation, donc de développement cultural, qui a été mis en place, qui a été développé par l'INRA. Donc, il n'est pas partisan, c'est au départ pour vraiment de la recherche scientifique, mais qui a des cas d'utilisation opérationnelle qui sont intéressants. Et donc, on l'a appliqué alors, avec une connaissance du sol de la parcelle et avec les conditions climatologiques, les données climatologiques locales, bien entendu. Et on a essayé d'en savoir un peu plus. Et on a donc, moi j'ai travaillé sur la réalisation de plusieurs scénarios, de 2-4 scénarios de modélisation, en irrigué et en non irrigué, pour les différents apports. Et en fait, ce qui est assez intéressant, on a les résultats donc, de rendement simulés par l'outil de modélisation. Donc, dans les scénarios irrigués, non irrigués, pour les différentes modalités d'apport, donc à 0, 17, 35 et 70 tonnes de matière brute à l'hectare. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le non-irrigué donne des résultats qui sont plus faibles que ceux observés, mais qui montrent un petit peu cette même constance, même si on a une légère augmentation à 35 et à 70, alors qu'en irrigué, on voit une différence assez nette. Et quand on regarde les informations qui sont fournies par Stix, qui sont représentées dans les deux courbes, dans les deux diagrammes, avec les courbes d'absorption et les courbes de minéralisation, donc, vous voyez la courbe d'absorption de l'azote par la plante qui apparaît en rouge. Vous voyez effectivement qu'entre le scénario non irrigué et irrigué, vous avez une augmentation de l'absorption, une absorption qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus durable en situation irriguée par rapport à la situation non irriguée. Et vous avez effectivement sur la minéralisation donc, de l'azote, soit de la matière organique initiale du sol, en courbe bleue, soit de l'azote de l'apport de compost, en courbe jaune, orange, verte.
vous voyez qu'effectivement, vous avez un léger effet d'augmentation de la minéralisation de l'azote du sol en situation irriguée. Alors qu'en fait, ce que montre le modèle, c'est qu'il y a quand même eu une minéralisation relativement importante du compost dans les deux cas de figure. Et donc, déjà, on voit qu'effectivement, on a une minéralisation du compost dans les deux cas de figure qui apparaît. Par contre, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas d'exploitation par la plante en situation non irriguée. Et les résultats intermédiaires de la parcelle, entre nos deux scénarios de simulation, s'expliquent par le fait suivant, c'est comme on est dans une parcelle de marais, on a une alimentation en eau, mais qui vient par le fond, parce qu'en fait, l'eau circule dans les canaux à côté de la parcelle, et donc l'eau, en fait, est disponible pour la plante, mais en profondeur. Donc la plante peut s'hydrater, elle peut boire, si j'ose dire, mais elle ne peut pas s'alimenter, parce qu'en fait, elle ne peut pas bénéficier de l'azote qui est à disposition après minéralisation dans l'horizon supérieur du sol. Ce qui explique donc le fait qu'on ait quand même des résultats supérieurs, enfin intermédiaires en réalité entre les deux scénarios, par rapport aux deux scénarios non irrigués et irrigués, mais qu'on n'ait pas de différenciation entre les différentes bandes d'apport de compost. Troisième cas de figure, troisième et dernier cas de figure de produits étudiés en démonstration en France. Donc cette fois-ci, fientes de volaille déshydratées. Alors, les fientes de volaille déshydratées ce n'est pas une matière fertilisante innovante, c'est en fait un produit qu'on trouve décrit déjà dans la norme 42001 et depuis au moins les années 80. Par contre, c'est un produit qui reste encore relativement rare parce qu'on a finalement peu d'exploitations agricoles qui ont investi dans le matériel nécessaire pour la déshydratation et pour l'obtention d'un produit, enfin d'un matériau qui puisse être considéré comme un produit suffisamment homogène dans les volumes et dans le temps. En l'occurrence, là, il s'agit donc aussi d'un produit local, donc développé par une exploitation agricole de Charente-Maritime, à partir de fientes de volaille qui sont traitées par séchage avec un procédé de type industriel. Et avec une composition qui en fait un engrais relativement équilibré, mais plutôt à tendance azote-phosphore. Et si on suit d'ailleurs les critères de la norme, on est sur un engrais NP. On a des caractéristiques organiques qui sont assez importantes, puisqu'on a 65% de MO en matière brute et donc un C sur N de 7,1. Donc cette fois-ci, c'est un produit qui a été étudié dans un véritable essai de fertilisation, l'essai assez classique avec un dispositif à micro-parcelle, avec, on va dire, un système à répétition, enfin bloc et répétition. C'est un dispositif qui a été mis en place par un GDA local. Essai de fertilisation sur blé tendre, mélange de variétés, donc sur 13 modalités testées, avec une modalité organique, donc nos fientes de volaille déshydratées, noté FVD, et puis un autre produit organo-minéral proposé par la société Angibault, mais sur lequel je n'ai pas été plus loin, parce que je n'avais pas d'informations suffisamment précises sur ce produit-là. Donc, l'essai, le dispositif de fertilisation, vous voyez alors sur une image aérienne prise sur l'essai en tant que tel, vous voyez donc les différentes microparcelles et les modalités. Donc, le dispositif de fertilisation, on avait une dose prévisionnelle de 164 unités d'azote à l'hectare pour un rendement objectif de 65 quintaux, avec donc sur un certain nombre de modalités, le fractionnement suivant, donc 40 unités apportées en février, 84 en mars et 40 en avril. Et donc, vous avez vous voyez donc apparaître sur l'image en rouge les modalités, les 4 répétitions de la modalité fiente de volaille, et puis en bleu 2 fois 4 modalités. 2 fois 4 répétitions de la modalité qui nous servira de référence, qui est donc la même dose et le même fractionnement, mais avec de l'urée 46. Donc, c'est le produit de référence de synthèse. Alors, donc, cet essai a été suivi par télédétection. Donc, on a fait un suivi de l'évolution de la biomasse.
donc avec un indice de télédétection qui est le NDVI. Hein, vous pouvez trouver pas mal de littérature scientifique sur Internet sur cet indice-là. Donc, vous voyez la situation au 12 février, au 13 mars et au 7 mai. Donc, effectivement, avec ce sont des images en fausse couleur. Avec plus vous tendez vers le bleu, plus la densité de biomasse est importante. Donc, au 12 février, vous voyez qu'on ne voit pas énormément de différenciation entre les microparcelles. Hein. On voit plutôt les différences à l'intérieur des microparcelles liées à l'état du sol. Ça commence à apparaître un peu plus au 13 mars. Et puis finalement, au 7 mai, vous voyez, c'est principalement les 4 modalités de l'essai, enfin du témoin zéro azote, hein, que vous voyez très, très bien. Excusez-moi, j'ai un invité surprise au webinaire. Alors, on a fait aussi un suivi donc, de l'état de nutrition azotée en associant aux images de télédétection des mesures de référence au sol qui ont servi un petit peu qui ont servi de référence pour la modélisation, un petit peu comme si on étalonnait. Donc avec un capteur manuel, et puis on a pu faire de la modélisation, donc modéliser sur l'ensemble des microparcelles l'état de la nutrition azotée sur l'ensemble des microparcelles. Oui. Donc vous voyez pareil avec ce système aussi de fausses couleurs. Plus on va vers le bleu, plus on a un indice de nutrition azotée positif, donc un état de la situation azotée de la culture favorable. Donc pareil, vous voyez une situation au 21 février où on n'a pas encore beaucoup de différenciation, et au 13 mars, vous avez plus de différenciation. Alors, les résultats de l'essai sur les modalités qui nous intéressent. Donc, vous voyez les doses. Donc, vous avez le rendement moyen pour le témoin zéro azote à 21 quintaux. Le rendement moyen pour l'urée donc à 67, donc on s'aperçoit qu'on a une bonne concordance entre la dose prévisionnelle et le rendement, le rendement obtenu et le rendement objectif. Et puis on a un résultat pour les fientes de volaille à 38. Alors c'est plus que le témoin, mais c'est quand même nettement moins que l'urée. Donc pareil, on a utilisé Stix pour essayer de comprendre un peu plus les résultats, essayer d'expliquer un peu plus les différences. Donc, vous avez 2 courbes de simulation. Vous avez une courbe avec l'absorption d'azote, donc à gauche, et une courbe, donc un graphique avec la situation du stock minéral du sol pour 3 cas de figure. Donc, quand on regarde le graphique de gauche, on voit qu'en fait, finalement, entre le témoin zéro azote, la dose d'urée, la dose prévisionnelle apportée et la dose sous forme de fiente de volaille, on n'a pas trop de différenciation de comportement ou d'absorption d'azote jusqu'au 15 mars à peu près. À partir de mars, les conditions climatiques et les propriétés des produits vont faire qu'on a une différenciation qui apparaît. Donc on a la valeur d'absorption d'azote pour le témoin zéro qui effectivement apparaît la plus basse, et on a l'absorption d'azote qui reste intermédiaire pour les fientes de volaille par rapport à l'urée. Et on observe qu'il y a à un moment donné une décroissance liée à une période de sécheresse pendant de mi-mars jusqu'à à peu près au 15 avril. Et à partir du 15 avril, on va avoir une différenciation assez importante de l'absorption d'azote, notamment entre l'urée et la fiente de volaille, du fait en fait du comportement et la minéralisation des fientes de volaille. Et ça se traduit également donc sur le graphique de droite, sur les stocks d'azote minéral, où on a notre stock d'azote minéral de référence pour le témoin zéro azote qui ne fait qu'à un moment que décroître. À partir donc de la mi-février. À ce moment, je pense que le niveau d'absorption d'azote dépasse la minéralisation du sol. Donc, on va avoir un niveau d'azote du témoin, le stock d'azote minéral du témoin zéro qui décroît franchement. Et on a effectivement les hausses, les variations importantes pour l'urée qui correspondent aux 3 apports qui sont faits, avec une absorption qui apparaît également. Et on voit qu'effectivement, les hausses du stock minéral d'azote dans le cas des fientes de volaille, finalement, ne croisent jamais. C'est-à-dire qu'on a finalement une libération qui est toujours relativement inférieure
à l'absorption d'azote par la plante, au potentiel d'absorption d'azote par la plante. Donc, on a une diminution du stock d'azote minéral dans le cas des fientes de volaille, effectivement assez nette j'allais dire, de février, début février jusqu'à début avril. Après, par contre, on a un accroissement du fait d'une situation hydrique plutôt sèche qui limite la capacité d'absorption d'azote de la plante. Alors, quand on a de l'eau qui revient, donc on a une absorption d'azote, enfin une diminution du stock du minéral d'azote lié à l'absorption de la plante, qui est assez importante dans le cas de l'urée, qui est moins évidente dans le cas des fientes de volaille. On a même un effet un peu perverse à la fin de la démonstration, puisque finalement, on va avoir des fientes de volaille qui vont minéraliser encore, alors qu'on n'a plus d'effet d'absorption par la plante par la suite. Là, vous avez donc un graphique avec la simulation de la minéralisation de l'azote dans le sol. Donc, vous avez la courbe en rouge qui est la minéralisation de l'azote de l'humus du sol, donc la matière organique initiale, qui est assez régulière, constante. Alors, au 13 février, donc, vous avez déjà un certain cumul d'azote libéré par la matière organique du sol. On part de zéro, puisque là, on a le premier rapport de fientes de volaille. Et puis, donc, vous voyez qu'on a une libération qui est un peu plus rapide, on a une pente qui est un petit peu plus importante pour les fientes de volaille, avec quand même des phénomènes de palier, parce que comme ces fientes de volaille ont été apportées en surface et qu'elles n'ont pas été enfouies, elles sont plus sensibles à la déshydratation et à la sécheresse que la minéralisation de l'azote de la matière organique du sol. In fine, vous voyez qu'on arrive à une libération qui est de l'ordre, en fin de cycle, je dirais de l'ordre de 50, presque 60 unités pour les fientes de volaille, et on va être de l'ordre de 50 unités, presque, enfin un peu moins, pour la matière organique du sol. En combinant l'ensemble de nos mesures télédétection et nos mesures STIX, donc pour faire un peu de modélisation, on a regardé la simulation du développement cultural des plantes. Donc, on s'est basé sur les résultats de STIX, mais en corrigeant et en les confortant avec les mesures de télédétection. Et on voit effectivement, si on prend les 11 modalités donc, qui ont été suivies sur les 12, on s'aperçoit qu'effectivement, à partir de début avril, on va en décrochement. On a 3 modalités qui vont se différencier des autres dans leur développement. C'est donc le témoin zéro azote, effectivement, T01, qui donne vraiment la base plancher, les fientes de volaille et la modalité T02 qui correspond à la dose moins 40. Donc, effectivement, on a un effet de palier qui se manifeste courant avril et qui fait qu'effectivement, on a un développement moindre sur ces 3 modalités par rapport aux autres modalités. Les autres modalités vont se différencier effectivement sur la fin, notamment au niveau du rendement, mais elles forment une espèce de faisceau. Elles ont donc un cycle de développement qui est relativement semblable, en tout cas, par rapport aux 3 modalités les plus faibles. Donc, en conclusion, si je prends l'ensemble de ces itinéraires de fertilisation organique, en tout cas sur les 2 derniers produits, on voit au niveau des résultats de production, soit les rendements mesurés ou les biomasses simulées, et sur les variables de comportement, au niveau de la plante, du sol, les matières organiques sur les simulations, on voit que les essais sur le compost et les fientes de volaille montrent qu'on a une efficacité moindre du fertilisant organique dans un itinéraire, je dirais, classique. Notamment, c'est vrai pour les fientes de volaille. Puisqu'en fait, mon collègue qui a géré l'essai a fractionné et a épandu les fientes de volaille de la même façon que l'urée. Et donc, ça veut bien dire qu'en fait, il nous reste encore beaucoup à travailler. J'ai même à négocier pour des programmes de financement pour une optimisation de la fertilisation organique, puisqu'il va falloir qu'on travaille les modes d'apport, les dates d'apport, et notamment dans les modes d'apport, les possibilités de fractionnement et la répartition. Bien, le mode d'incorporation également. On a en fait une culture de la fertilisation qui est encore très fortement marquée par l'utilisation du minéral, de synthétique ou non d'ailleurs, et on a encore, je pense, une certaine faiblesse dans la gestion de la fertilisation organique ou organo-minérale. Alors, nos collègues qui travaillent spécifiquement sur l'agriculture biologique ont souvent un temps d'avance. Après, je ne suis pas sûr qu'ils aient toujours les moyens pour faire toutes les expérimentations nécessaires, et
mon avis, on en a beaucoup. C'est pour ça aussi que personnellement, j'attends pas mal du modèle, de modèles de développement culturel comme Stix, parce qu'on ne peut pas tout se permettre en réel au niveau des essais en terrain, au champ. Par contre, à partir des références qu'on a sur les essais au champ, on pourrait aussi travailler sur les scénarios qu'on n'a pas pu mettre en place et qui pourraient nous apporter un certain nombre de réponses ou d'éléments. Voilà, si vous avez des questions. Je suis à votre écoute. Pas de questions? Je vous ai tous endormis, on dirait. Oui, il y a une personne qui l'a écrit, c'est vous donnerez la présentation. Oui, bien sûr. On mettra à disposition la présentation. Et, alors, Erizelda, je pense que tu es plus calé que moi au niveau de la plateforme Nutriman, mais la vidéo sera aussi accessible, hein, si ma mémoire est bonne, sur la plateforme Nutriman. Oui, tu dois envoyer à Massimo Voilà. la registration, tu le vois par WeTransfer Ouais, et comme ça, il le peut publier, oui. voilà. Donc, on aura on aura de toute façon, je dirais, les présentations seront donc à disposition des participants. Et puis, je me débrouillerai aussi pour vous mettre en lien pour si vous souhaitez récupérer également la vidéo. Il y a quelqu'un qui c'est Monsieur Nicolas qui dit que non, Nicolas qui non, c'était pas super clair. Discussion. Hop Et là. il dit quelques suites donc. Ah, quelle suite! Bah, Nicolas, si tu veux t'exprimer, n'hésite pas, n'hésite pas. Oui, bonjour. Non, mais effectivement, oui, quelle suite derrière au projet Nutriman ou plus largement la Chambre d'agriculture 17, c'est quoi les projets? Alors, Nutriman en lui-même, je ne vais pas dire qu'il va s'arrêter, mais le projet, enfin, le produit principal, ça va être la plateforme et les informations qui sont proposées dessus. Alors, effectivement, pour les techniciens que nous sommes, il y aura toujours un petit peu un élément de frustration parce qu'il n'y aura pas toutes les informations qui peuvent vous intéresser sur la plateforme, dans la mesure où il y a des informations qui restent encore à déterminer, notamment par des essais. Éventuellement, vous trouverez sur la plateforme, et si vous prenez contact avec les correspondants qui sont indiqués, vous pourrez récupérer, moi j'ai pu le faire, hein, avec les correspondants du programme Nutriman, vous pouvez éventuellement récupérer des données expérimentales, mais de toute façon, il est clair que, j'allais dire, en dehors, même si en dehors du seul, du seul produit Nutriman, dans le cadre de la mise en place du règlement et de sa vie, il y a encore, à mon avis, des travaux d'expérimentation qui seront à faire dans chaque pays membre, parce que de toute façon, il faudra une appropriation de ces produits locaux, enfin une appropriation locale de ces produits, et on est tous bien placés pour savoir que ça se fait par des essais et j'allais dire locaux entre guillemets. C'est d'ailleurs l'objet des essais, hein. Je vous ai montré un essai conduit par un GDA de Charente-Maritime, du nord de Charente-Maritime, justement dans les conditions climatologiques et avec les types de sols qu'on trouve sur place. Il va y avoir, je pense, besoin de beaucoup, en tout cas, il y aura besoin de résultats expérimentaux pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux utiliser toutes ces sortes de produits. Donc j'espère que localement, au niveau de nos régions, au niveau de nos départements, on aura la possibilité de mettre en place un certain nombre de ces essais. Et j'espère surtout qu'après, on pourra échanger, même si l'extrapolation à d'autres types de sols, à d'autres contextes climatologiques n'est pas toujours évidente. Mais j'espère qu'on pourra aussi plus facilement échanger et qu'une plateforme comme Nutriman lancera une activité de réseau et une activité d'échange. Si on n'aura pas tout ce qu'on peut espérer avoir
dès aujourd'hui sur la plateforme Nutriman. En tout cas, c'est le type d'outil qui, comme Fertilink d'ailleurs, qui lancera, enfin qui permettra d'améliorer, enfin de lancer un mouvement d'amélioration des connaissances sur l'utilisation de ces produits. Moi, je veux en être persuadé là-dessus. Le problème, ce sera d'avoir les programmes de financement, ça c'est clair, parce que c'est un problème qu'on connaît déjà en France. Jean-Luc, tu dois bien avoir une question. J'enlève mon micro. Ah bah mets-le, ça marchera mieux. Non, non, et bravo pour le boulot que vous avez fait. Hein. Je n'ai pas de questions. Là, j'ai bien vu qu'il y avait quand même des accès assez fouillés pour s'approprier tous ces documents. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on élargit un peu le nombre de personnes qui peuvent accéder à cette information, parce que c'est vrai qu'on est peu autour de la table là, quoi. Hein. Donc, il y a certainement beaucoup plus de personnes qui pourraient avoir ces infos. Voilà, c'est tout. Alors, c'est une excellente remarque, Jean-Luc, et je pense qu'Elzalda peut en témoigner. On n'a pas ménagé nos efforts pour essayer de transmettre l'information et d'essayer d'intéresser directement d'autres acteurs de la profession agricole, en particulier des agriculteurs. Et on doit reconnaître, hélas, qu'on a eu peu de succès. Moi, j'en ai discuté avec d'autres collègues du réseau Chambre. Effectivement, alors, il y a les formes que ça a pu prendre, parce que c'est vrai que le confinement ne nous a pas aidés. Au départ, on devait faire plus d'ateliers en présentiel, démonstrations au champ. Donc, le confinement ne nous a pas énormément aidés. Ceci étant dit, en dehors de ça, il y a quand même un phénomène déjà de concurrence pour capter l'attention des agriculteurs, parce que finalement, au niveau français, on est pas mal d'institutions, d'organisations diverses et variées qui proposent des manifestations au champ, des démonstrations. Et je pense que ce sujet, qui est quand même un sujet assez pointu, qui nous intéresse, nous, en tant que techniciens, intéresse finalement peu de monde parmi les agriculteurs, soit parce que ce n'est pas un sujet qui, à leurs yeux, est vraiment important, d'une part, par rapport à d'autres sujets, hein, comme la réforme de la PAC, par exemple, ou comme les problèmes liés aux conditions, aux aléas climatiques, hein, problème de sécheresse ou catastrophes naturelles sur l'ensemble de la France, ce genre de choses. Et aussi probablement parce que chez les agriculteurs, finalement, la question des matières fertilisantes, c'est d'abord la question des coopératives et des négociants. En gros, pour les agriculteurs, de toute façon, c'est pas leur problème à eux, c'est le problème de ceux qui les approvisionnent, coopératives, négociants, puis ils verront après. Voilà. Et troisième point que je mettrai en avant, hein, c'est quelque chose que j'ai constaté, alors pas uniquement dans Nutriman, mais dans l'autre projet européen qu'on suit, auquel on participe, à savoir Nutritucycle. Je pense que même chez les agriculteurs qui sont techniquement performants, qui sont techniquement intéressés, s'il y a un domaine où il y a finalement assez peu d'intérêt technique, parce qu'en gros, tout est établi, tout est déjà tracé, c'est la fertilisation. Et je pense qu'il y a encore assez peu d'agriculteurs qui éventuellement se préoccupent ou qui envisagent la révolution culturelle que peut introduire un règlement comme le nouveau règlement en matière fertilisante. Finalement, c'est vrai qu'on est quand même assez calé sur des itinéraires de fertilisation qui sont quand même basés aux 3/4 ou 4/5 et pour certains nombres d'agriculteurs d'ailleurs à 100%, sur des fertilisants de synthèse ou sur des fertilisants d'extraction. Et donc, en gros, c'est pas un sujet de préoccupation. Il y a quelques agriculteurs, quelques exploitants agricoles qui s'intéressent à la fertilisation organique. Alors, dans le cadre de l'agriculture biologique, bien sûr, mais même en dehors. Mais finalement, ça représente assez peu de monde d'un point de vue population agricole, hélas. Oui, je confirme qu'est-ce que Jean-Philippe a dit, parce que nous qui représentons l'organisation de producteurs et l'association d'organisation de producteurs, ils ont dit qu'en cette période, c'est vraiment difficile pour rejoindre les agriculteurs, parce que pour nous, sans le foire, nous avons pensé de réaliser ces ateliers ou les webinaires, mais malheureusement, à cause de Covid, ce n'est pas plus possible. Et je pense que on doit contacter en plus les agronomes qui après ils doivent appliquer ce type de produit pour offrir les agriculteurs peut être une idée aussi. Merci.
Alors écoutez, si on n'a plus de questions, enfin si on a encore quelques questions, allez-y, on est dans les temps. Sinon, je ne vais pas vous retarder davantage. Vous devez avoir faim. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup pour votre participation et votre écoute. N'hésitez pas à éventuellement reprendre contact avec nous, Eriselda de la FLH, nous-mêmes au niveau des chambres, je pense que vous avez les contacts. N'hésitez pas à en parler autour de vous, enfin en discuter. Je pense que la question de la matière fertilisante, et notamment dans le cadre de l'économie circulaire, ça ne fait que commencer et ça peut prendre un développement assez important. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Merci encore et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Oui, bonne journée. Merci Jean-Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jean-Philippe, j'avais une question. Je vous prie, le capturage d'écran, quand vous avez présenté, vous avez besoin que je te vais envoyer la capture d'écran de ton présentation? La capture d'écran de ma présentation. Oui.